Tous ceux qui ont des compétences techniques en cryptographie savent que le Bitcoin protège très mal la vie privée de ses utilisateurs. Je pense que les seuls à faire pire sont Ethereum, puisqu'ils utilisent une structure par compte et non pas une structure par adresse. Étant donné que beaucoup de gens n'utilisent qu'un seul compte, c'est l'équivalent des utilisateurs de Bitcoin qui réutilisent encore et encore le même portefeuille. On se retrouve avec un historique géant qui nous suit partout. Avec tous les explorateurs de blockchain qui sont disponibles aujourd'hui, il est très facile de voir tous les smart contracts avec lesquels on a interagi sur Ethereum, ce qui est problématique. Le Bitcoin souffre des mêmes maux, mais au moins on ne peut voir que les échanges d'un compte A à un compte B, parce que les interactions avec des smart contracts sont moins courantes. Pour suivre les transactions, ils regardent la manière dont elles sont distribuées sur la blockchain, remontent à une node commune, ou suivent les dépenses pour trouver un compte lié à un acteur qui implémente la KYC, ce qui leur permet de vous identifier. Avec les outils que j'avais à la NSA en 2013, suivre des transactions Bitcoin aurait été très facile. C'est la raison pour laquelle, même si j'ai utilisé Bitcoin pour louer les serveurs que j'utilisais pour communiquer avec les journalistes et leur transmettre anonymement des fichiers d'archives massifs, j'utilisais aussi Tor, ainsi qu'une sorte de service de mixage. Fondamentalement, ce que j'essayais de faire, c'était de trouver des méthodes pour gagner du temps. Je n'ai jamais pensé que la NSA ne serait pas en mesure de suivre mes transactions. Mais je savais qu'il devrait demander à certaines personnes de le faire qui avaient d'autres tâches à mener à bien, qu'ils devraient patienter le temps que le dossier se retrouve sur le dessus de la pile, etc. Ce n'est qu'après un effort de longue haleine qu'ils auraient pu me retrouver. Les utilisateurs lambda de Bitcoin ne sont pas du tout conscients de ces enjeux. Ils ne savent pas comment fonctionnent les flux de réseau, ils ne comprennent pas que leur adresse IP envoie telle transaction à tel nœud qui la transmet à son tour à tel autre, tout ça en produisant un historique qui est en grande partie enregistré. Il existe des moyens d'améliorer cet état de fait sur la blockchain Bitcoin, comme en utilisant les transactions CoinJoin et tout ce qui est Join Market. Tout ça est formidable, mais ce sont malheureusement des méthodes beaucoup trop techniques à mettre en place pour l'utilisateur moyen. Certains fournisseurs de portefeuille essaient d'inclure leur propre mixeur dans leurs applications, ce qui est une très bonne chose, mais on reste loin du compte. Il faut que ces procédés soient implémentés au niveau du protocole. Ils doivent être on-chain. Monero est un exemple de projet qui fait ça très bien. J'utilise Monero, bien que certains semblent penser que je déteste ce projet. Ce n'est pas le cas du tout, c'est juste qu'il y a certains membres de leur communauté qui ont des comportements toxiques et que certaines mauvaises décisions de design ont été prises il y a longtemps. Cela étant dit, le protocole parfait n'existe pas. Zcash aussi a des défauts. Zcash est un autre projet très prometteur. Malheureusement, beaucoup d'utilisateurs n'utilisent pas les transactions anonymisées, ou du moins les utilisaient peu jusqu'à récemment. Maintenant, elles sont beaucoup plus faciles d'emploi. Certains clients mobiles vous font automatiquement passer d'une transaction transparente à une transaction protégée. Ces choses sont excellentes. Et c'est exactement de cela que nous avons besoin. Les gens doivent avoir la capacité d'effectuer des transactions on-chain à tout moment, sans effort et sans avoir besoin d'en connaître toutes les subtilités. De la même manière que lorsqu'ils se connectent à Gmail, le serveur utilise automatiquement le protocole HTTPS. Il devrait y avoir des couches de protection de la vie privée intégrées au protocole. Cela empêcherait le genre de magouille qu'on voit en ce moment, comme les mesures de répression de l'application Tornado Cash par l'OFAC, l'Office de contrôle des actifs étrangers, chargé de l'application des sanctions internationales américaines dans le domaine financier. Je pense que le grand public n'est pas du tout au courant que ces mesures ont été prises, et que les membres de la communauté crypto ne prennent pas cela assez au sérieux. Ces sanctions représentent un tournant critique des relations entre le réseau et l'État. Avant que j'approfondisse un peu plus ce sujet, il faut bien que vous mesuriez le niveau d'innocence technologique, ou pour le dire moins gentiment, d'ignorance technologique de la personne moyenne. La dynamique qu'on voit actuellement est la même que celle qui a détruit l'esprit originel d'Internet. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont été immergés dans cette technologie depuis très longtemps, et utilisent Internet depuis plus longtemps encore. Vous l'avez vu changer. J'imagine que beaucoup d'entre vous se rappellent du son des modems qui se connectent. Dites-vous que vous représentez une part minoritaire de la population, et ce, même dans votre tranche d'âge. L'Internet de cette époque a été perdu, parce que des milliards de nouveaux utilisateurs ont été intégrés par les plateformes dont les dirigeants n'avaient pas les intérêts à cœur. C'est facile à voir aujourd'hui. On exploite le genre d'ignorance qui fait que tant de gens pensent qu'Internet se limite à l'application Facebook sur leur téléphone. Ce sont les mêmes personnes qui pourraient maintenant penser que la crypto, c'est la même chose que Coinbase, ou quelque chose de tout aussi horrible. Pour les auditeurs qui travaillent pour Coinbase, ne le prenez pas personnellement. Vous n'êtes qu'un exemple d'une forme d'attitude complaisante et obséquieuse qui s'est répandue dans cette industrie. C'est sûr que vous gagnez beaucoup d'argent. Vous deviendrez peut-être très riche. Mais aurez-vous vraiment fait progresser les intérêts de la société ? Peut-être de la même manière que les gens qui vendent des tondeuses à gazon les font avancer. Vous ne construisez même pas ces machines, vous les vendez. Mais bon,
C'est bien que vous ayez popularisé la tondeuse. Elles sont utiles et elles ont une certaine valeur, mais quand j'en achète une, personne ne me demande de montrer mon passeport et de scanner mon visage. Le fait que vous acceptiez d'appliquer ces mesures est, pour le dire honnêtement, un comportement que je trouve toxique. L'argument qu'on entend souvent pour justifier le comportement de ces nouvelles entreprises, c'est qu'elles doivent suivre les recommandations des régulateurs, sans quoi elles se feront tout simplement remplacer par les GAFAM, qui, elles, suivent les règles. Je pense que la réponse à ce dilemme est qu'il faut que le travail de protection de la vie privée soit fait au niveau du protocole. On ne peut pas faire confiance aux gens. On ne peut pas vraiment faire confiance au code non plus, mais au moins, on peut lui faire un peu plus confiance. Permettez-moi de revenir sur l'affaire Tornado Cash, parce que c'est un exemple qui illustre ces choses de manière complexe et intéressante. Personne ne doute du fait que les grandes entreprises de la tech vont devenir des entités importantes sur le secteur. Nous savons qu'elles en sont capables et que cela va se produire. C'est simplement une question d'économie d'échelle. Donc, voici mon appel à ceux d'entre vous qui travaillent dans la crypto et se retrouvent pris dans ce dilemme. Si vous cédez, cédez stratégiquement. Laissez un espace au protocole pour qu'il puisse défendre les valeurs que nous sommes tous censés représenter. Assurez-vous que si le gouvernement veut prendre des mesures, par exemple en vous imposant une loi, parce que vous êtes gros, vous avez 10 millions d'employés et qu'ils peuvent tous venir vous arrêter, assurez-vous que vous êtes une impasse. Si vous devez vérifier les passeports et que vous devez les lier à des portefeuilles, structurez vos systèmes de manière à ce que cela soit possible, mais assurez-vous que dès que vos clients retirent leurs fonds et les envoient d'adresse en adresse, vous ne pistez pas ces transactions. Quand vous êtes un exchange et que vous devez demander aux utilisateurs de déclarer d'où vient leur crypto et ce qu'ils vont faire avec, laissez-les dire ce qu'ils veulent, parce que vous n'avez vraiment aucun moyen de vérifier leur déclaration. Et vous ne voulez pas être dans une position où vous pourriez les vérifier, parce que ce n'est pas votre rôle dans la société. Le gouvernement lui-même dit que c'est le travail de la police et des renseignements. Ce travail est censé être difficile. Ne leur facilitez pas la vie. Il y a un certain état d'esprit au sein des instances de gouvernement qui veulent trancher un débat que ceux qui suivent la cryptographie connaissent bien, et qui concerne le chiffrement des communications personnelles. Ils veulent retirer le cryptage de WhatsApp, s'assurer qu'Apple n'active pas le chiffrement de bout en bout, mais plutôt que tout soit sauvegardé sur iCloud de manière non cryptée, facilement déchiffrable, ou du moins de manière à ce que les autorités puissent demander les clés à Apple. À chaque fois qu'Apple tente d'implémenter ce genre de mesures de chiffrement, le gouvernement menace de causer des problèmes et de faire une loi. Alors Apple cède et réorganise leur système pour trouver un autre moyen de protéger la vie privée de leurs utilisateurs. C'est à nous de comprendre la différence entre le rôle sociétal de ces agences et le nôtre. Le travail de maintien de l'ordre et de renseignement est censé être difficile, car si ce n'est pas le cas, nous vivons dans un état policier. Nous ne voulons pas que tout ce que nous faisons soit contrôlé. Nous ne voulons pas que chaque transaction soit surveillée et nous ne voulons pas avoir à montrer nos passeports pour acheter une tondeuse. Les gouvernements ont aujourd'hui plus de pouvoir et plus de rayons d'action qu'ils n'en ont jamais eu à n'importe quel autre moment de l'histoire. Ne les prenez pas en pitié et ne soyez pas généreux envers eux. Ils n'ont pas besoin de plus d'aide, ils n'ont pas besoin de plus d'outils et ils n'ont pas besoin de plus d'armes. Ils en ont suffisamment. Ils sont même en train de réorganiser la société pour qu'elle devienne elle-même une arme. Toutes ces considérations nous ramènent à Tornado Cash. J'aime à croire que beaucoup des acteurs du domaine de la cryptographie sont bien intentionnés. Bruce Schneier, par exemple, est un grand cryptographe universitaire. Je me rappelle avoir lu son livre sur la cryptographie appliquée avant d'avoir fait mes révélations sur la NSA. Je l'ai beaucoup aimé, il m'a influencé et il m'a beaucoup appris. J'ai suivi les cours de Schneier à Harvard pendant environ 5 ans. Tout cela étant dit, Schneier contribue aussi à Lawfare, qui est une structure pro-gouvernementale profondément autoritaire, qui exerce une influence sur le Congrès pour le pousser dans une direction plus interventionniste. Ils ont publié un article assez théâtral, et coécrit par Schneier, où il utilise son savoir cryptographique pour argumenter que l'application Tornado Cash est un danger terrible d'un genre nouveau, une entité autonome qu'il compare au golem de la mythologie juive. Il me semble que Peter Van Valkenburg vient de publier un très bon contre-argument à cet article. Selon le post sur le blog de Lawfare, les applications comme Tornado Cash constituent des entités autonomes qui, une fois qu'on les a construites, se meuvent par elles-mêmes, sèment la mort et la désolation jusqu'à ce que, Dieu merci, notre bon gouvernement nous sauve de cette bête immonde en la foudroyant avec ses pouvoirs magiques de sanctions économiques. Cet exemple montre que même des gens bien peuvent être persuadés de devenir des traditionalistes autoritaires par la puissance et les nombreuses possibilités offertes par ces nouveaux réseaux. Ils peuvent être poussés à adopter une attitude conservatrice, qui consiste à penser que le progrès est déjà allé suffisamment loin et qu'il faut maintenant appuyer sur la pédale de frein.
Encore une fois, ce n'est pas pour attaquer Bruce personnellement, mais parce qu'il est représentatif d'autres personnes dans ce secteur. Je le respecte toujours énormément, mais son analogie comparant un smart contract à une bête sauvage en liberté agissant de son propre chef est tout à fait absurde. Tornado Cash était et restera tout simplement un outil qui ne fait rien sans qu'un humain s'en serve. Pas plus qu'une clé à molette posée sur une étagère. Elle doit être prise en main et manipulée pour avoir un quelconque effet. Une meilleure analogie serait de comparer Tornado Cash à une fontaine publique. Vous tournez le bouton et de la confidentialité jaillit. Mais tant que vous ne le tournez pas, rien ne sort. C'est quelque chose de très simple en réalité. Et suggérer que ce mécanisme est dangereux, dire que son existence mérite d'accorder au gouvernement une nouvelle autorité de sanction au pouvoir largement illimité, sans même parler d'emprisonner le pauvre gars qui a eu la décence de construire cette fontaine dans un parc public pour que chacun puisse en bénéficier, tout cela est profondément illibéral et autoritaire. Nous devrions résister à cette tendance. À mon avis, nous devrions faire cadeau à la ville d'une nouvelle fontaine publique. Nous faufiler dans le parc au milieu de la nuit, porter un masque, porter des gants s'il le faut, mais en tout cas s'assurer que si les gens ont soif, ils peuvent trouver un endroit où boire. Le droit à la vie privée est un droit de l'homme qui n'est pas négociable. L'idée que de se conformer aux sanctions de l'OFAC est une chose souhaitable est consternante. Si vous êtes Coinbase et que vous ne faites que transférer des choses d'un point à un autre, c'est une chose. Mais si vous êtes Coinbase et que vous faites fonctionner des validateurs, c'est une chose très différente et très dangereuse. Vous ne devriez pas avoir de validateurs, car vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez défendre les valeurs que vous devriez promouvoir auprès de vos clients. Vous avez en dépôt des quantités d'Ethereum stakées et vous faites respecter la liste noire de l'OFAC en n'incluant pas les blocs ayant interagi avec des smart contracts blacklistés. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un gros problème de censure sur la blockchain Ethereum depuis le passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. J'ai écrit à ce sujet il y a de nombreuses années, mais je pense qu'à l'époque, je me suis trompé. J'ai dit que la preuve de travail causait beaucoup de problèmes d'un type particulier. Gaspillage d'énergie, déchets électroniques, etc. Et ça reste vrai aujourd'hui, puisque ce que nous faisons, pour le dire simplement, c'est d'organiser un concours de maths géant dont le seul prix est la récompense associée au bloc miné. Tout cela, aujourd'hui, est assez bien compris. Maintenant, lorsqu'on passe à la preuve d'enjeu, on se dispense de tous ces efforts inutiles. Mais en contrepartie, on crée un système dans lequel les plus riches continuent de s'enrichir. La question est donc, lequel de ces deux systèmes est le plus souhaitable? Les gens riches ont beaucoup plus à perdre en enfreignant les règles. On constate qu'au fur et à mesure, le réseau tend inévitablement à se centraliser. Aujourd'hui, c'est devenu un gros problème. Cette transition est une expérimentation importante et très intéressante. Utiliser la preuve d'enjeu sur Ethereum est une idée louable, un essai dont beaucoup d'entre nous souhaitent voir le succès. Malheureusement, les problèmes liés à la centralisation n'ont pas été correctement traités, et OFAC s'est engouffré dans cette brèche. Plus tôt dans la journée, j'ai jeté un œil à MEV Watch. C'est un site qui montre combien de blocs ont été censurés sur la blockchain Ethereum sur une période de temps donnée. Une journée, une semaine ou un mois. Aujourd'hui, c'était 53%. Et j'ai lu le titre d'un article comme quoi il y avait eu un pic à 63%. Pensez-y, si les 2/3 des transactions d'une blockchain sont censurées, celle-ci est en défaillance. Et à ce moment-là, vous pourriez aussi bien utiliser PayPal. Ça ne ferait pas de différence. Et je suis vraiment désolé de devoir dire ça, parce que je déteste PayPal et j'aime beaucoup Ethereum. Mais toutes les personnes impliquées dans cet écosystème doivent comprendre qu'il s'agit là d'une menace existentielle pour le projet. C'est ce que je veux dire par le terme tournant critique. Si 2% des transactions sont censurées, ça va encore. Il suffit d'attendre le bloc suivant. Mais si un rond de cuir décérébré à Washington peut tout simplement tamponner une feuille de papier, sans même avoir à faire passer de loi, et que quelques mois plus tard, la moitié, voire les 2/3 des blocs de votre réseau se font contrôler et fouiller, vous êtes l'inverse d'un réseau décentralisé. D'autant que ces statistiques continuent d'augmenter, et qu'à ce rythme, on sera bientôt à 8 blocs sur 10. Et si vous pensez qu'après les sanctions contre Tornado Cash, Washington va se calmer et cesser d'émettre de tels ordres, vous risquez d'être désagréablement surpris pendant la décennie à venir. Je pense que la meilleure position à adopter pour les gens qui sont impliqués dans Ethereum, qui maintiennent des validateurs et qui travaillent sur le protocole ou sur des passerelles qui implémentent la KYC, est la suivante. Si Washington veut censurer des transactions, qu'ils le fassent sur leur propre validateur. Ils peuvent acheter de l'ETH, le staker sur leur propre node et censurer les blocs à tout va. Mais ils ne sont pas les rois d'Internet. Et pour être honnête, ils commencent furieusement à ressembler à l'ennemi de celui-ci. Ethereum ne devrait pas rentrer dans leur jeu.